votre invitation à parler au séminaire d'histoire de Sainte-Anne. Donc, je rappelle que vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université du Mans et que vous travaillez dans le domaine de l'histoire de la psychiatrie et plus largement des sciences du psychisme depuis une bonne vingtaine d'années. Vous avez commencé par un ouvrage sur un comparatif entre les pratiques religieuses et médicales. Et puis, vous avez enchaîné avec une histoire de la méthode Coué, qui était un petit peu une histoire de l'ancêtre de la psychologie positive. Donc, vous êtes un acteur très, très dynamique du champ de l'histoire sociale en psychiatrie, avec une histoire abordée du point de vue des patients, et ce qui est une approche assez novatrice, qui est une approche un peu mondiale, mais qui est assez nouvelle quand même depuis une bonne quinzaine d'années. Et donc, ce soir, vous allez nous parler donc de votre ouvrage que vous avez publié en 2008 et qui est fondé sur une étude des observations de patients qui permet effectivement de relire l'histoire de la schizophrénie, non plus du côté des conceptions théoriques ou des conceptions psychiatriques de cette maladie, mais du point de vue donc des vécus des malades et de la façon dont ce diagnostic a pu transformer leur existence. Donc, je vous laisse la parole donc, pour environ 1 heure de conférence. Et puis après, on aura un temps d'échange comme ça, à la fois avec les auditeurs et notamment les internes d'Île-de-France. Merci encore Hervé et à tout à l'heure. Merci beaucoup Clément Fromentin pour cette présentation, très fidèle à ce que j'ai essayé de faire effectivement depuis quelques années. Je précise juste que le bouquin date de 2018 et non de 2008. Et puis, donc, je vais essayer de vous présenter ma démarche, quelques résultats de cette enquête. Mais je voudrais surtout qu'il y ait un échange avec vous. Il se trouve que j'ai présenté déjà plusieurs fois ce travail, et notamment plusieurs fois à Sainte-Anne, donc je ne voudrais pas apparaître radoter trop, et donc n'hésitez pas à me questionner sur cette enquête effectivement menée dans les dossiers de patients pour essayer d'écrire non pas l'histoire de la schizophrénie. D'abord, elle a été écrite très bien par Jean Garabé, par exemple, du point de vue clinique, ou son ancêtre, l'histoire de la démence précoce, par Jérémy Saint-Zel, par exemple. Donc mon ambition n'était pas d'écrire du tout une histoire de la schizophrénie en tant que telle, mais d'essayer de produire un nouveau récit historien plus ancré, comme vous le disiez tout à l'heure, dans l'histoire sociale. Donc, pour commencer cette présentation, et pour vous donner quelque chose qui n'est pas dans le livre, je vais vous parler de la première introduction que j'avais rédigée sur ce livre, à une époque où ça n'était pas encore un livre, c'était ce qu'on appelait une habilitation à diriger les recherches, rédigée donc en 2016-2017, avant la parution du livre. De fait, le livre ne commence plus de la manière dont je l'avais présenté en 2016-2017, et j'avais insisté dans l'introduction de cette habilitation à diriger les recherches sur une émission de télévision que vous connaissez tous et toutes certainement, qui s'appelle Apostrophe, une émission de télévision qui date de 1976, de janvier 1976. Alors j'en parle un peu dans le bouquin, mais j'en avais fait toute une introduction, et donc je vais vous faire profiter de cette ancienne introduction du livre, et surtout je vais vous montrer un extrait de cette apostrophe. Ça nous donnera un petit coup de nostalgie en revoyant Bernard Pivot et quelques invités parler donc de schizophrénie. Mais avant de vous montrer l'introduction, je vous raconte juste comment justement j'amenais le sujet en quelque sorte avant que ne paraisse le livre. Donc apostrophe, vendredi 9 janvier 76. Le téléspectateur surprend Bernard Pivot
qui, se tournant brusquement vers la caméra et ayant à peine le temps de se recoiffer, annonce « Désolé, la déprogrammation du débat, le communisme, ami ou ennemi du socialisme ». On craignait à l'évidence que l'omniprésence de Georges Marchais sur les écrans ne lasse les Français à la veille du week-end. Au moment d'évoquer le sujet de remplacement, qui est fou ? Point d'interrogation. Le présentateur vedette, ne parvenant pas à réprimer un sourire un peu goguenard, peut-être désarmé par le thème du jour, procède à un lancement minimaliste. Je le cite. L'émission sur le thème « Qui est fou ?» Qui est fou qui va constituer le 42e numéro d'Apostrophe. Et ce sera tout en termes de lancement générique. On s'aperçoit assez vite que la question « Qui est fou ?» pour l'interrogation, ne porte pas seulement sur les patients, mais aussi sur l'ensemble des acteurs de l'institution psychiatrique. En effet, le débat qui s'ouvre donc, quasi exclusivement alimenté par des arguments antipsychiatriques, se concentre rapidement sur un unique sujet, la schizophrénie. Qui se trouve dans ce débat ? Le docteur Henri Baruch, une espèce de conscience morale de la psychiatrie française, qui présentait alors ses mémoires et qui réaffirme sur le plateau une critique qu'il avait formulée plusieurs décennies plus tôt contre l'adoption de cette catégorie clinique, donc la schizophrénie. Je le cite, « C'est ça le plus grand danger de toute la psychiatrie. Dès que cette étiquette de schizophrénie est posée, le malheureux est perdu. » On trouvait également dans ce débat Gérard Hoff, ancien interne en psychiatrie du Vinatier, membre fondateur du groupe Information Asile, qui développait alors, pendant ce débat, une critique radicale de la psychiatrie, pensée comme une pratique oppressive. De sa place, celui-ci présente les schizophrènes comme l'ultime caution scientifique d'un système destiné prioritairement à enfermer ceux qui refusent de travailler au service du capitalisme. Quatrième personnage, Roland Jacquard, rédacteur de la rubrique Psy du Monde, évoquait quant à lui les thèses d'un des grands idéologues de l'antipsychiatrie, Thomas Szasz, celui-là même qui entendait montrer dans un ouvrage tout récent que la schizophrénie ne valait guère mieux qu'une marque de soda. Il le citait, « Je vais montrer comment la schizophrénie, qui a pris la place du Christ sur la croix, est adorée par les psychiatres. » Face à ces hommes qui sont tous un peu, on va dire, borderline par rapport à l'institution psychiatrique, on trouvait une femme, Nicole Martin, dont le regard hyper concentré est souligné par la pâleur de son visage et le bleu très clair de sa veste, qui donne à son témoignage une force remarquable. Hospitalisée à 8 reprises en psychiatrie avec un diagnostic de schizophrénie, elle vient parler de son expérience, racontée dans un témoignage très court et assez puissant intitulé « Rescapé d'un mythe ». Je ne sais pas si vous voyez l'ouvrage, peut-être il s'inscrit sur votre écran. Lorsque je visionne l'émission, un court dialogue retient mon attention et c'est celui que je vais vous passer pendant 1 minute 30, 2 minutes. Donc soyez bien attentifs au dialogue, il y a des choses qui sont dites en arrière-plan qui sont assez intéressantes. Est-ce que vous trouvez que les hôpitaux psychiatriques... Ça marche. Nous allons demander à Nicole Martin, est-ce que vous trouvez que les hôpitaux psychiatriques ont une utilité pour les malades ? Ils n'ont pas d'utilité, à mon sens. Je pense que certains malades, lorsqu'ils, dans certains états de schizophrénie, par exemple, Qui n'existe pas, il n'y a pas de schizophrénie. Oui, je suis de votre avis, c'est un mythe, mais enfin, on va traiter en tant que tel. Faux, absolument faux. Et schizophrénique ne fonctionne pas. je pense que quand il y a une perte de conscience, il est nécessaire que l'on hospitalise le malade jusqu'à ce qu'il reprenne conscience. Cela peut durer avec la chimiothérapie 3 jours. Bon, disons qu'on fasse une hospitalisation d'1 semaine, je suis d'accord, mais pas plus. Absolument pas. Absolument pas. Or, j'ai fait des séjours de 11, 13 mois, et je dois dire qu'en matière de violence, je suis violente en parole, et uniquement. Je n'ai jamais été violente par des gestes. Jamais. Seulement, je pensais tout à l'heure à ce que disait M. Baruch. Au bout de
13 mois à Sainte-Anne, enfermée, l'idée de tuer m'est venue. L'idée de tuer, que je n'avais jamais eue auparavant. C'est cette idée et ma lucidité aussi sur ce qui se passait autour de moi qui m'a permis de rejeter les médicaments qui étaient alors en pilule, de les broyer. On ne faisait plus trop attention à moi, j'étais devenue une loque, absolument une loque. Très, très grosse d'ailleurs, j'avais énormément grossi et j'étais une loque. Je broyais mes médicaments, je les faisais disparaître dans les WC. Au bout de quelques temps, j'ai repris ma personnalité. Et c'est alors que l'idée de tuer m'est venue. J'ai pensé n'importe quoi, que j'allais tuer ma mère. Donc c'est à cause de l'hôpital psychiatrique. À cause de l'hôpital psychiatrique. Et ce n'est que parce que j'ai eu ce désir, cette haine, finalement, que j'ai tourné comme j'ai pu vers ma mère en disant c'est elle que je vais tuer, et ne prenant plus mes médicaments, le psychiatre m'a dit « Mon Dieu, voyez que ça vous fait du bien ces médicaments, n'est-ce pas? Vous allez bien mieux maintenant, au bout de 13 mois. » Et je suis arrivée à sortir, et dans le train, je dis « Mon Dieu, pourquoi tuer? Je suis libre maintenant, je n'ai plus ce désir. » Et ce désir est tombé de moi, je n'ai plus eu le désir de tuer. Voilà, l'image, là, l'émission est intéressante à plus d'un titre, en fait. Alors, elle est pas du tout, cette image, elle n'est pas du tout fondatrice de ma démarche. Hein, je l'ai trouvée 6 ou 7 ans après avoir commencé à travailler dans les dossiers de patients. Mais elle est intéressante à plus d'un titre. D'abord, on voit surgir une parole du patient schizophrène dans les médias, ce qui pouvait auparavant exister, mais de manière plutôt médiatisée. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un texte écrit par voilà, une personne diagnostiquée schizophrène. Il y en a beaucoup, j'en ai quelques-uns sous la main ici, que vous connaissez sans aucun doute. En 69, Roger Gentis, les schizophrènes, un petit bouquin publié par les CMEA, par exemple. Alors là, c'est plutôt un petit bouquin d'analyse, mais à la même date, par... voilà, je crois que c'est Bonafé. Je suis un schizophrène, récit d'un malade mental. Là, on est en 69, mais il y a aussi un peu plus ancien que vous connaissez certainement, Marguerite Séchevet, journal d'une schizophrène, donc 1950 et réédition 69. Donc la période est intéressante pour ça. Il y a énormément de choses qui paraissent sur voilà, sur les témoignages de schizophrènes, mais la plupart des premiers bouquins que je vous ai montrés sont des témoignages, je dirais, médiatisés par des psychiatres, alors que le récit de Nicole Martin est un peu brut de décoffrage, hein, vous le voyez comment elle est à la télévision, et donc il y a quelque chose qui est vraiment là intéressant et qui se passe en 76. Je pense que les années 70, dans l'émergence de la parole des patients, on voit aussi avec la construction des associations de patients psychiatrisés, il y a des choses intéressantes et on y discute notamment voilà, beaucoup de choses autour du médicament. Vous voyez qu'elle parle beaucoup du médicament. Donc pour ça, je pense que c'est un témoignage intéressant, mais c'est aussi intéressant par rapport à la place qu'elle prend et à ce qu'elle dit par rapport à la parole de Baruch, qui a été un des premiers critiques, hein, on l'oublie un peu, de la notion de schizophrénie. Hein. Dès les années 30, Baruch est extrêmement critique par rapport à cette notion-là. Alors pas toujours avec les arguments qu'on donne généralement, mais... Baruch, il a tout à fait sa place ici, et c'est lui qui explique que la schizophrénie n'existe pas, en interrompant d'ailleurs, vous l'avez vu, Nicole Martin. Et puis les deux autres dont je vous ai parlé, Hoff et Jacquard, commentent, alors je ne sais pas, c'est peut-être pas très très audible, mais en préparant un peu cette intervention, j'ai réécouté ça, et on les entend qui disent, qui commentent aussi derrière. Jacquard qui dit on nous l'enseigne, la schizophrénie, donc ça n'existe pas. Le patient dit c'est un mythe, mais on m'a traité en tant que tel, donc le patient dit ça existe. Jacquard dit on nous l'enseigne, et Hoff, je crois que c'est lui qui dit ça, je crois reconnaître sa voix, qui dit il n'y a jamais eu autant de schizophrénie que depuis qu'il n'y en a pas. Donc
en quelques secondes, il y a vraiment un truc intéressant qui se passe et qui, à mon avis, fait sens pour qui s'intéresse à l'histoire de la schizophrénie. Et quelque part, j'ai l'impression qu'en France, en tout cas, peut-être c'est pas la même chose ailleurs dans d'autres pays, mais l'histoire très médiatique de la schizophrénie commence au moment où elle est très contestée. Il y a quelque chose qui est intéressant dans ce clash-là des paroles des 4 ou 5 intervenants. Donc encore une fois, l'image n'est pas fondatrice de ma démarche, je vais y revenir, mais quand même, c'est une image intéressante parce que mon travail se veut aussi un récit un peu polyphonique, qui s'est progressivement recentré sur le point de vue du patient, mais qui a été recentré sur le point de vue du patient à la fois parce que j'ai trouvé ça intéressant, mais aussi parce que c'est la contrainte qui s'est imposée à moi pour pouvoir écrire quelque chose de neuf, voire même, je dirais, pour pouvoir terminer mon travail. C'est un peu comme dans le mouvement Oulipo, c'est à partir de la contrainte que naît véritablement la possibilité d'écrire quelque chose d'intéressant. Et donc, c'est à partir du moment où j'ai fait le choix radical de débuter mes chapitres à partir d'un fil tiré des dossiers des patients et d'écrire du point de vue des patients toute cette histoire et de laisser en arrière-plan tout le reste, pas tomber, mais laisser en arrière-plan tout le reste, eh bien c'est à partir de là que j'ai pu écrire ce livre. En fait. Voilà pour cette longue introduction. Je serais curieux d'avoir votre sentiment, bien évidemment, sur cette image télévisuelle. Alors, je vais partager maintenant le diaporama. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Vous l'avez ? C'est bon. Donc, voilà, vous avez la couverture du livre avec lequel on a beaucoup travaillé avec l'éditeur. Et le titre et la couverture font sens. Donc, l'individu pris dans cette idée, dans cette étiquette qu'est la schizophrénie, et un récit centré sur l'individu schizophrène au XXe siècle, et avec ce sous-titre sur les effets secondaires de l'histoire qui essaie de comprendre ce qui se passe quand on produit au fond une nouvelle manière de classer les maladies mentales. Et donc, ça nous renvoie au tournant, on va dire, du 19e et du 20e siècle, à partir du moment où on construit une nouvelle manière de penser les maladies mentales. C'est vraiment ce qui m'intéresse depuis assez longtemps, ce qui m'intéresse encore aujourd'hui, c'est-à-dire d'interroger la construction sociale des maladies mentales et de le faire à partir de leur nom, de le faire à partir du moment où on les renomme, où elles deviennent renommées et où elles s'inscrivent dans le champ social. Pas forcément seulement le moment où elles deviennent une réalité dans le champ de la science ou dans le champ du soin, ce qui est important, mais aussi à partir du moment où elles prennent corps au-delà de ce monde et où elles ont un impact à la fois sur la société, mais aussi sur les individus qui sont ainsi catégorisés. Donc c'est vraiment ça qui m'intéresse. Je l'ai fait aussi, par exemple en interrogeant les archives des soldats de la Grande Guerre qui étaient internés à l'asile pour essayer de voir ce qu'on pouvait dire de cette fameuse préhistoire du stress post-traumatique auquel je ne crois pas beaucoup, c'est-à-dire qu'on a souvent dit que la notion de stress post-traumatique était ancrée dans l'histoire de la Première Guerre mondiale, et si on regarde vraiment comment les choses se déroulent pendant la Grande Guerre, on en est vraiment très très loin, et donc c'est un petit peu ça qui m'intéresse, et que je travaille sur différents plans, différentes époques et différents champs. Je le fais aussi avec des collègues et avec des doctorants en histoire, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Dicopolis, le dictionnaire politique d'histoire de la santé, où on essaye notamment d'interroger l'avènement de nouvelles représentations
des maladies mentales à partir du moment où elles sont nommées. Donc ça, c'est un projet qui permet de développer ça un peu à une autre échelle. Donc voilà, comment les maladies mentales naissent dans le champ social. Et donc évidemment, moi je suis pas du tout psychiatre, donc je vais pas faire de médecine rétrospective. Je suis incapable et j'ai pas du tout envie, et c'est pas mon métier de dire s'il y a des schizophrènes à la préhistoire, s'il y a des schizophrènes au Moyen Âge, etc. Pour moi, il y a un schizophrène à partir du moment où le mot apparaît dans les archives. Voilà comment je procède. Et puis aussi comment les maladies disparaissent, parce que les maladies mentales aussi ont une vie, elles ont aussi une mort, et je trouve assez intéressant, on devrait développer plus souvent qu'on ne le fait peut-être, l'histoire par la fin des thérapies, la fin des concepts, autant qu'on le fait par les débuts, parce que ça, évidemment, quand on travaille sur les débuts et sur les succès, on a une représentation très glorieuse de l'histoire, mais quand on travaille sur la fin ou sur la disparition des choses, ou sur l'échec, c'est tout aussi intéressant, me semble-t-il. Donc ça, c'est ma conception globale, on va dire, de l'histoire. Et il y a énormément d'objets qu'on peut travailler comme ça. Donc moi, je fais travailler pas mal d'étudiants sur ces questions-là. Pourquoi travailler sur la schizophrénie ? Quelque part, alors à la fois une raison très concrète. Avant d'écrire le bouquin sur les schizophrènes au XXe siècle, j'étais dans la fin de mon travail sur les soldats de la Grande Guerre. Et les soldats de la Grande Guerre, certains étaient hospitalisés jusqu'aux années 1940. Et donc j'avais des dossiers des années 20 et 30 sur ces anciens soldats, et j'ai vu apparaître en fait le mot. J'ai vu apparaître les mots de démence précoce, j'ai vu apparaître les mots de schizophrénie. Donc c'est assez fascinant pour un historien que de voir apparaître comme ça une nouvelle maladie mentale dans ces archives. Donc ça, c'était la raison très concrète. Et puis, au moment où je faisais ça, je voyais bien qu'il y avait une actualité du sujet. Et moi, en tant qu'historien, je pense qu'on a une place pour essayer de contribuer aux débats les plus actuels. Et donc, j'ai voulu dire aussi quelque chose de l'immense place que la schizophrénie avait prise dans notre champ, dans notre culture, dans notre économie. Bon, je vous ai mis ici sur le diaporama quelques indications, mais ce sont des choses qui sont bien connues dans le cinéma, dans la télévision. Voilà, donc, quelque part, c'était un objet massif, c'est un objet massif, mais qui, à mon sens, n'avait pas encore fait l'objet d'une historisation suffisante, en tout cas en ce qui concerne l'histoire sociale, pas du tout en ce qui concerne le savoir clinique. Là, encore une fois, je renvoie aux excellents travaux, Jean Guérabet, Jérémy Saint-Zel. Tout ce travail a été mené et j'en ai bien évidemment bénéficié. Donc voilà, un peu la base, on va dire, de ma réflexion, le point de départ, si vous voulez, de ma réflexion. Après, avec quelle matière j'ai fait, donc j'ai parlé de, voilà, quelle matière j'ai travaillé. J'ai travaillé avec une matière qui est la mienne depuis maintenant une bonne douzaine d'années. Ce sont les dossiers de patients qui sont, j'allais dire hospitalisés, oui, qui sont hospitalisés aussi, qui sont conservés la plupart du temps encore dans les archives des établissements publics de santé mentale, ou qui sont parfois l'objet de transferts dans les dépôts publics pour être conservés, pour être bien gardés. Donc il y a deux manières de travailler. Bon, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissez ces archives. Il y a à la fois le registre de la loi qui permet d'avoir une première entrée pour notamment repérer les patients diagnostiqués déments précoces ou schizophrènes. Et puis après, vous avez les dossiers patients qui peuvent avoir des formes très très différentes selon les établissements, soit des dossiers très médicaux, soit des dossiers très administratifs, qui peuvent avoir été conservés dans des conditions vraiment très différentes, et puis qui
sont des archives qui permettent, à mon sens, de faire toute l'histoire sociale du pays. Très clairement, c'est-à-dire qui s'intéresse à l'histoire de l'immigration pourra le faire, qui s'intéresse à l'histoire des professions pourra le faire, l'histoire de la ruralité, l'histoire des femmes, l'histoire des jeunes, des personnes âgées. Enfin, c'est une mine. C'est une mine. Et donc c'est une forme, le dossier patient, qui apparaît un peu sous la forme que je l'utilise au début du XXe siècle. Le XIXe siècle, c'est un petit peu différent. Et c'est une mine parce qu'on y écrit beaucoup et il y a de plus en plus d'intervenants dans ce dossier. Alors on se demande parfois, hein, quand on est historien, quand on plonge dans ces dossiers, on se demande parfois à quoi servent véritablement ces dossiers. Est-ce qu'ils ne sont que des outils administratifs? Est-ce qu'ils servent pour la réflexion clinique? Je n'en sais trop rien. En tout cas, ils servent pour l'historien, c'est une certitude. Et il y a beaucoup d'écrits dedans. Alors, je vous en montre ici 5 différents, sur lesquels notamment je me suis appuyé. Vous avez, alors, tout en bas à droite, ici, vous avez des interrogatoires par l'interne ou par le médecin du patient, interrogatoires qui peuvent avoir lieu au bout de quelques semaines, généralement pas immédiatement, ou alors ils sont un peu plus brefs. Donc, c'est une source intéressante. Hein. Certains historiens considèrent que là, on a plus d'indications au fond, sur la pratique médicale de l'entretien plutôt que sur la parole du patient, mais je considère qu'on peut en tirer quelque chose. Hein. Ça se présente comme ça, comme une espèce de pièce de théâtre avec des didascalies. Hein. Le patient entre, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. On a des pièces comme celle-ci qui sont plutôt liées au savoir de la famille sur la maladie. Hein, ce sont des questionnaires qui sont envoyés par la poste aux familles ou qui sont donnés à l'arrivée du patient à l'entrée de l'hôpital. Et ces questionnaires sont des questionnaires d'un nouveau type qui, ici ça doit être le modèle de Maison Blanche, qui en 40 questions sont destinées à comprendre l'émergence de la maladie mentale dans une famille, hein, parce qu'on remet vraiment l'individu dans un contexte très global. Et d'ailleurs, ce sont des questionnaires qui sont intéressants pour comprendre quelle est la représentation, je dirais, du temps et de l'histoire des psychiatres et quelle est la représentation du temps et de l'histoire des familles. Elle est souvent très différente, c'est-à-dire qu'à travers ce questionnaire qui est très complet, les psychiatres cherchent à comprendre l'apparition dans un temps très long de la maladie, hein, avec les antécédents infantiles de l'individu, les méningites, la rougeole, etc., comment s'est passée l'école, etc., mais aussi les générations précédentes, hein, bien évidemment. Donc là, on a une représentation un peu dans le temps long. Hein. C'est le modèle qu'on pourrait appeler de l'apparition lente de la maladie, avec des prodromes, hein, qu'on peut percevoir. Donc les questions vont dans ce sens. Hein, et en ça, ces archives disent au fond beaucoup sur les représentations, les conceptions psychiatriques du début du XXe siècle. Et puis les réponses des familles disent aussi beaucoup de choses. Alors parfois elles se rangent dans les cases, dans les lignes, mais parfois aussi elles en débordent. Donc c'est aussi intéressant de voir quel est le récit qu'apportent les familles et qui est plus souvent ancré, on va dire, dans un modèle du déclenchement de la maladie mentale, c'est-à-dire qui donne une représentation plus soudaine, hein, de l'apparition de la maladie mentale, liée souvent soit à la petite histoire, soit le plus souvent à la grande histoire. Hein. On connecte ainsi la folie à la grande histoire. Donc c'est vraiment une archive intéressante qui est de plus en plus présente dans les hôpitaux psychiatriques à partir des années 20
et 30, qu'il n'était pas forcément sous cette forme-là au 19e siècle, plutôt un questionnaire municipal, on va dire. Donc ça, c'est un deuxième type de document. Alors, vous avez évidemment des correspondances, comme ici, des correspondances qui sont de divers types, c'est-à-dire des correspondances qui sont des correspondances entrantes, et là on comprend bien pourquoi, c'est-à-dire la famille écrit aux patients, les copains écrivent aux patients, etc., mais aussi des correspondances sortantes, enfin théoriquement sortantes, puisqu'elles sont toujours dans le dossier. Et là, c'est assez intéressant de voir justement comment on met au dossier un certain nombre d'écrits. Donc il y a tout un ensemble de documents intéressants. Et puis il y a des documents dont j'avais pas forcément une grande idée au début de mon enquête de ce que j'allais faire. Ce sont par exemple ces graphiques tout en bas. On est dans un hôpital, donc on produit de la donnée médicale et on produit des données sur les fièvres, on produit des données sur le poids, on produit des données sur pas mal de choses. Et donc, alors qu'au début j'avais un peu délaissé ces documents, je me suis dit justement qu'il fallait s'intéresser à la manière dont on voulait mettre en chiffres, mettre en données l'évolution de la maladie, et que ça me semblait être au fond, voilà, une des premières démarches des psychiatres des années 20 et 30 pour essayer de contribuer à repérer voilà, les signes de la maladie. Donc ce sont des archives extrêmement denses, que beaucoup de mes collègues utilisent de plus en plus et avec des objectifs très très différents, et puis sur lesquels on pourra revenir bien évidemment si vous le souhaitez dans la discussion. Alors j'ai travaillé sur plusieurs institutions, j'ai ma base comme tous les historiens, une base que je connais bien, pour laquelle j'ai un accès privilégié, c'est l'ouest de la France. Donc Le Mans et Alençon, les deux premiers dans les photographies ici, Le Mans et Alençon. Et puis au gré de mes interrogations, me suis déplacé en France pour aller à Maison-Blanche, pour lesquelles on a énormément d'archives, et notamment pour travailler sur les femmes. Puis je suis allé à Montpellier aussi, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Et puis, je suis également allé dans une institution qui est peu connue, je ne sais pas si vous la connaissez. Il me semble d'ailleurs que c'est ce que j'avais présenté il y a quelques années, il y a au moins 5 ou 6 ans, lorsque j'étais venu en parler à Sainte-Anne au tout début de mon enquête. C'est l'hôpital de Saint-Rémy, en Haute-Saône, dans lesquels une partie des patientes parisiennes ont été transférées dans les années 30. Donc, ce sont des institutions de statut vraiment très, très différents, mais qui me permettait de dire quelque chose sur un certain nombre de points que je souhaitais développer au fur et à mesure de mon enquête. Parce que très clairement, je me suis laissé, en quelque sorte, guider, entraîner par les découvertes dans l'archive. C'est un peu comme ça que fonctionne le livre, c'est un peu comme ça aussi que je m'en suis sorti de cette grande histoire. C'est au fond, en enquêtant à partir d'un point soulevé à partir des découvertes dans les archives, qui m'emmenaient après à un endroit différent. Donc je vais essayer d'expliciter un petit peu cette démarche. Alors un des premiers points qui se pose, si on arrive un peu au résultat, je vais en présenter 4 ou 5. Une des premières questions qui se pose, c'est pourquoi, au fond, on a dans la société française, puisque ça reste un travail sur la société française, évidemment, l'histoire de la schizophrénie aux États-Unis est tout à fait différente. Il y a eu des travaux là-dessus assez nombreux. Elle est aussi différente dans l'espace germanique, donc c'est très très difficile de maîtriser tout ça ensemble. Donc je travaille sur la France. Et mon interrogation était de savoir, au fond, quelle était un peu la niche écologique, comme dirait Yann Hacking, dans laquelle se développe un nouveau diagnostic et un nouveau nom. Parce que je le vois surgir, donc je le vois surgir sous 2 termes, et là il faut que je fasse une précision importante. J'ai travaillé à la fois sur les patients diagnostiqués schizophrènes et hébéphrènes, d'ailleurs, beaucoup plus rare, mais aussi sur les patients diagnostiqués dément précoce,
qui est son immédiat ancêtre, en quelque sorte. Alors, je sais que dans l'histoire de la clinique, les choses sont souvent dissociées. Hein. On fait clairement une histoire de la démence précoce et puis à part une histoire de la schizophrénie avec des fondateurs différents, des approches différentes. Mais, encore une fois, étant donné que mon propos est de faire une histoire du point de vue du patient, de tenter une histoire du point de vue du patient, de me dire, et si on faisait une histoire du point de vue du patient, qu'est-ce qu'on raconterait? Eh bien, j'ai regardé de quelle manière on utilisait ces mots dans les dossiers patients. Et dans les dossiers patients, ils sont complètement interchangeables. C'est-à-dire qu'un patient diagnostiqué d'aimant précoce qui traîne son diagnostic jusque dans les années 30, eh bien, il va finir par revêtir l'étiquette de schizophrène. C'est-à-dire que les grandes distinctions que l'on voyait apparaître dans les traités cliniques, du point de vue du patient, il n'y avait absolument aucune différence, et aucune différence sur, on va dire, le discours qu'on pouvait tenir sur un individu d'aimant précoce ou sur un individu schizophrène. Donc, encore une fois, voilà, il faut bien comprendre ma démarche, qui est une démarche un peu radicale, qui essayait de dire, voilà, et si on faisait l'histoire de la schizophrénie du point de vue des patients. Et donc, ce qu'on peut dire à partir de ça, c'est qu'il y a effectivement un changement de régime complet qu'on peut esquisser même depuis les années 1850. Hein. Plus j'y réfléchis, plus je pense que vraiment dans la deuxième moitié du 19e siècle, le travail est déjà fait. L'idée, c'est désormais d'établir, d'en finir finalement, de finir le travail qu'Esquirol avait peut-être commencé, c'est-à-dire d'établir des entités morbides singulières, bien délimitées, et qui seraient cette fois, comme le disait un peu Jean-Pierre Falleret, et qui seraient cette fois différenciées par leur évolution dans le temps. Par leur chronicité en quelque sorte. Hein, c'est en ça qu'on discute beaucoup à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle de la démence précoce, hein, c'est-à-dire d'une démence à un âge relativement jeune et qui est complètement irrémédiable. Hein, donc il y a une sorte de représentation, je dirais, du temps et de l'histoire dans cette conception de la psychose qu'est la démence précoce. Et puis, d'autres formes telles que la psychose maniaco-dépressive avec cette forme cyclique qui commence à apparaître de manière très très graphique dans les traités. Donc il y a l'idée qu'à la fois, il faut construire des entités morbides spécifiques à partir des différents âges de la vie, c'est-à-dire que c'est un moment où on s'intéresse aux démences séniles, c'est un moment où on s'intéresse aux démences du petit âge, c'est un moment où on s'intéresse à l'adolescence, aux jeunes adultes, etc., mais aussi à partir de leur prédictibilité. C'est-à-dire, on inscrit dans le temps pour non pas seulement prévenir, hein, qui était un grand mot du 19e siècle, prévenir la folie, mais aussi prédire. Hein, et donc, en quelque sorte, on a déjà là quelque chose qui est important pour comprendre comment, à travers ces nouvelles étiquettes diagnostiques, eh bien, on les charge de quelque chose qui est autre chose que de la science et du soin, mais aussi de l'administration. Et on est dans la prédictibilité, dans la prédiction, pour pouvoir gérer au mieux des flux de patients à une époque où, il faut le rappeler, les institutions psychiatriques sont complètement débordées, encombrées. Hein, à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, la notion d'encombrement est très très médiatisée dans le champ psychiatrique et même dans le champ social, hein, dans la presse. Donc ça, c'est un premier élément de contexte. Le deuxième élément de contexte, c'est une espèce d'inquiétude sociale autour des jeunes. Et l'apparition, au fond, d'une nouvelle conception de la psychose juvénile, de la démence juvénile, dans un contexte qui est beaucoup plus large, hein, qui est un contexte dans lequel on appelle en quelque sorte à trier la jeunesse
en fonction de ses capacités, de ses possibilités d'adaptation à la modernité. Hein, je vous ai mis en quelques vignettes vous montrant deux scènes de tri, au fond, qui participent un petit peu à cette ambiance. C'est la scène de tri militaire. Hein, on est après 1875 dans l'époque du service militaire généralisé, donc toute une classe d'âge va au service militaire, et il s'agit donc d'élaborer des outils de tri pour savoir qui sera apte et qui sera inapte. Et puis dans le champ scolaire, c'est la même époque, hein, pendant laquelle notamment Binet et Simon commencent à élaborer leur dispositif de test pour les enfants et leur dispositif de classe de perfectionnement. On est vraiment dans les mêmes années, le tout début du XXe siècle. Donc voilà, mon propos est au fond d'essayer de comprendre l'émergence dans un premier temps de la démence précoce, puis de la schizophrénie qui lui suit, dans ce contexte-là, et de ne pas me contenter en quelque sorte de rester dans le champ des traités scientifiques qu'il faut bien évidemment connaître, et d'ailleurs il faut y revenir, c'est-à-dire que quand je fais ce travail d'histoire sociale de la psychiatrie, évidemment je peux comprendre différemment les traités médicaux, les traités psychiatriques que j'ai également lus, et je peux les lire et y trouver des choses intéressantes, comme par exemple les premiers articles qui paraissent en 1899 dans les annales médico-psychologiques sur la démence juvénile, et qui sont le fait d'un psychiatre d'origine alsacienne qui s'appelle Jules Christian, et qui a des mots assez durs hein, pour les jeunes déments précoces, dont il dit la chose suivante, je vous ai mis la citation, hein, la lutte pour l'existence devient de jour en jour plus âpre et plus dure. Ceux qui ne sont pas taillés pour cette lutte succombent fatalement. Si c'est dans l'adolescence, ce sera la démence précoce. Et donc, quelque part, la démence précoce, c'est une espèce d'étiquette pour l'échec social. Ce n'est pas seulement une maladie, c'est quelque chose qui vient mettre des mots sur une condition sociale ou une impossibilité d'atteindre une condition sociale, et ça m'a vraiment intéressé. Voilà, et donc, pour terminer sur cette diapo, donc le petit graphique issu de mes propres statistiques, il montre quoi au fond? Il montre l'émergence de la démence précoce et de la schizophrénie dans le temps, très faible dans les années 1900-1910. En fait, on trouve de la démence précoce dans les établissements dans lesquels les psychiatres militent pour l'introduction de la démence précoce, notion germanique, dans la clinique française. Donc il y a tout un débat, hein, je ne peux pas forcément faire cette explication ici, mais si ça vous intéresse, on y reviendra. Il y a tout un débat entre psychiatres sur l'adoption de cette notion de démence précoce, comme il y aura un débat sur l'adoption de schizophrénie à partir de 1926 en France. Donc ça débat avec des arguments souvent très politiques, hein, d'ailleurs, pas seulement nationalistes, hein, très politiques au sens noble du terme. Et donc, on trouve des déments précoces là où évidemment les psychiatres en cherchent et y accolent ce nom. Et puis on trouve des schizophrènes beaucoup à partir des années 1930. Il y a une espèce d'explosion de la schizophrénie, d'explosion hospitalière de la schizophrénie à la fin des années 1930, et ça devient massif, ça devient la première maladie mentale hospitalisée après la Seconde Guerre mondiale, très clairement. Donc là, c'est un premier point de réflexion autour de l'émergence sociale à la fois d'une maladie mentale et je dirais presque d'une condition sociale. Et puis une fois que la maladie est nommée, une fois qu'elle émerge dans l'hôpital, avec toutes ces conceptions, la deuxième chose que j'ai essayé de faire, c'est de voir comment on lui donne un corps. Comment progressivement, après cette première phase, hein, c'est très chronologique ce que je vous propose en fait, après cette première phase, on va construire une objectivation de la maladie, on va en faire un objet qu'on va pouvoir enseigner. Parce que c'est aussi ça l'objectif, c'est-à-dire, une fois que les termes sont admis, il faut bien identifier les patients et il faut enseigner la manière de les identifier. Et si possible,
sans forcément faire confiance au délire. Là, je renvoie aux excellents travaux de Clément Fromentin sur la simulation, voilà, les simulateurs fin 19e, début 20e. Il y a une conception, je dirais, là, qui introduit la recherche de marqueurs biologiques, de marqueurs organiques de la maladie mentale, de manière à repérer le patient schizophrène du premier coup d'œil. Alors, quels sont-ils? Tels que je les ai perçus dans les dossiers patients, encore une fois, on pourra en donner beaucoup d'autres en travaillant sur les traités des années 20 et 30 sur lesquels sont formés les psychiatres. Mais c'est premièrement le fait qu'on considère que ce sont des individus dont la puberté est ratée, hein, c'est-à-dire qu'on a des indices dans les dossiers patients qui montrent qu'on va à la fois décrire le corps de l'individu schizophrène, qu'il soit femme ou homme, comme un corps qui a dévié de sa trajectoire normale au moment de la puberté. Et donc on le voit dans les réflexions sur la pilosité notamment. C'est aussi un corps qui va être déterminé dans une typologie corporelle, alors que vous connaissez certainement encore, hein, et qui fait la différence de cette époque entre des corps leptosomes et des corps pique-niques, et donc en fonction de la constitution mentale, hein, du sujet. Donc pour ce qui concerne l'individu schizophrène, c'est ce corps ici très élancé, très maigre, très décharné, qui est donné comme élément de typologie, d'élément marquant de la typologie. Alors là aussi, il y a quelques débats, pas énormément, mais certains psychiatres de l'époque disent oui, mais peut-être il y a un effet quand même de l'hospitalisation, hein, peut-être ce sont des corps d'asile plutôt que des corps de schizophrènes. Donc là, il y a des débats assez intéressants. Et puis, dans le sillage de vieilles conceptions qui semblent éternellement renouvelées depuis des siècles et des siècles, on recherche évidemment la forme du visage, voire la forme du crâne du schizophrène, mais ce qui m'a semblé plus intéressant, c'est le comportement, hein, les mimiques du schizophrène, avec toute une insistance sur les grimaces, par exemple, du schizophrène, telle que celle que vous voyez sur cette jeune fille ici, et forme du visage, comportement, mimique, qui sont ramenés au fond à une forme primitive d'être, hein, dans les textes qui soutiennent, on va dire, la manière de repérer sur le visage d'un schizophrène sa condition psychiatrique. Il y a ce discours autour du primitivisme, hein, la proximité du schizophrène par rapport à l'enfant, hein, qui grimace, par rapport au chimpanzé qui grimace. On renvoie à une forme d'être primitif insuffisamment évolué. Donc il y a une forme de pensée un peu évolutionniste, et en tout cas avec une forte pensée autour de cette question du pubère raté. Ça, c'est vraiment important. C'est ce qui m'a fait notamment comprendre, ce que je n'avais pas compris au tout début, c'est la présence de produits ou de publicités dans les dossiers de patients pour l'hormonothérapie, c'est-à-dire des produits, l'utilisation de produits pour ramener dans le droit chemin, en quelque sorte, le schizophrène qui est un pubère raté. Donc ça m'a, voilà, ça. J'ai essayé de montrer, donc là, ce sont juste quelques indices, mais j'ai essayé de montrer comment, au fond, une fois qu'il est nommé, le schizophrène prend corps dans l'archive, et puis, bien évidemment, mettre en lien ce corps qui apparaît dans les archives avec tout un nouveau savoir qui se diffuse et qui est enseigné. Alors j'ai aussi suivi les schizophrènes, et je me suis intéressé au fond à ce qu'on pourrait appeler une première, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, une première géographie psychiatrique, une première épidémiologie psychiatrique. Enfin, sans doute y en a-t-il un petit peu auparavant.
Et c'est d'ailleurs à Sainte-Anne, dans la bibliothèque Sainte-Anne, que j'ai découvert ce document qui m'a beaucoup intrigué, qui est un travail de Paul Sivadon, un travail de géographie psychiatrique présenté devant le congrès des neuropsychiatres de langue française. On est juste au sortir de la Seconde Guerre mondiale et Sivadon propose à ses collègues de lui envoyer des statistiques de leur établissement pour construire une grande géographie psychiatrique. Et donc, dans cette communication de 47, il y a énormément il y a pas énormément, il y a plusieurs cartes. J'aurais bien aimé qu'il y en ait énormément, mais il y a plusieurs cartes qui marquent, qui découlent de l'exploitation de ces statistiques envoyées par les collègues de Sivadon. Et il y en a notamment une, celle-ci, sur la schizophrénie. Et donc, apparaissait dans cette étude, très visible, au fond, quelque chose qui m'intéressait moi beaucoup, c'est l'origine de la maladie, sur lequel on s'interrogeait bien évidemment beaucoup. Sivadon montrait une carte qui, selon lui, montrait de manière évidente que la schizophrénie est une maladie méridionale. Les points les plus noirs étant l'endroit où se trouve le plus de schizophrènes au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc cette carte est tout à fait fascinante. Alors évidemment, elle comporte énormément de blancs. Vous avez vu des collègues qui n'ont pas fait leur devoir et qui n'ont pas renvoyé leurs statistiques. Mais évidemment, il y en a qui l'ont fait, et il y a quand même une claire distinction sud-nord. Alors ça se voit pour d'autres cartes données par Sivadon. Il faudrait d'ailleurs reprendre tous ces travaux, ils sont passionnants. On faudrait trouver les archives de Sivadon sur cette enquête. Il y a une carte sur l'est de la France, plutôt touchée par la paralysie générale. Il y a une carte de l'ouest de la France, qui est une carte, on va dire, des délires religieux, etc., etc. Et puis donc, la schizophrénie méridionale. Donc évidemment, ça m'a un peu interloqué, ça m'a intéressé. En tant qu'historien, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis j'ai regardé les endroits qui étaient les plus noirs sur la carte, les endroits où il y avait plein de schizophrènes, et j'ai regardé quelles archives éventuelles pouvaient être disponibles pour aller voir si effectivement il n'y avait plus de schizophrènes au sud de la France après 1945. J'ai choisi d'aller là où il y avait des archives publiques, à Montpellier, donc qui est une des zones noires sur la carte. Donc une partie des archives de l'hôpital psychiatrique de Montpellier ont été déposées aux archives publiques, et donc on peut les consulter. Et donc je suis descendu au sud de la France pour essayer de comprendre la carte de Sivadon et cette répartition géographique des schizophrènes dans les années 40. Et effectivement, il y a plein de schizophrènes à Montpellier dans les années 30 et dans les années 40. Il y en a beaucoup plus qu'ailleurs. Il y en a 2 fois plus que dans les territoires de l'ouest de la France. La carte n'est pas fausse. La carte n'est pas fausse. C'est juste peut-être l'interprétation qui mériterait d'être discutée. Sivadon explique qu'on trouve énormément de schizophrènes dans la vallée lyonnaise, près de Montpellier, à cause du vent. Il a une espèce de grande tirade très intéressante, que je trouve moi-même assez magistrale, sur le vent qui rend fou, un truc très très hippocratique, c'est l'air qui rend fou. Et il a donc cette explication vraiment passionnante, où il appelle d'ailleurs ses collègues à commencer à réviser l'architecture des établissements psychiatriques pour mettre les schizophrènes à l'abri du vent. À l'abri du Mistral, etc. Donc ça c'est l'explication de Sivadon. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est un grand congrès quand même. Peut-être on peut blaguer un peu dans les grands congrès, mais il développe vraiment ça de manière très très longue. Et c'est vrai que le vent, ça rend fou. Et donc je vais dans les archives de Montpellier, et là je m'aperçois assez vite qu'il y a effectivement beaucoup de schizophrènes, mais qu'ils portent tous le même type de nom. Ils portent tous le même type de nom, c'est-à-dire qu'ils ont tous la même origine. Ils sont soit corses, soit italiens. Et donc ça m'interroge évidemment. Et
assez rapidement, je m'aperçois que la carte en réalité de Sivadon est un peu tronquée parce que, comme vous le voyez sur la carte, la Corse est indiquée en noir comme s'il y avait beaucoup de schizophrènes. C'est probablement le cas, mais en réalité, il n'y a pas d'établissement psychiatrique en Corse à cette époque-là. Le premier date de 1974. Et cette carte est en grande partie le fruit des déplacements de population de patients. À l'époque, lorsque un individu devient complètement fou en Corse, on le place dans une prison à Bastia, à Ajaccio, et après on le transfère par bateau, puis par train, dans les asiles du sud de la France, ce qui fait que lorsque, bien évidemment, une place de Corse se libère, ce qui fait que, voilà, on a des patients qui arrivent dans un état extrêmement grave, qui parlent généralement pas la même langue que le médecin qui les accueille et qui va être en fait diagnostiqué dément précoce ou schizophrène parce que c'est l'étiquette qui convient de mettre lorsque l'individu est perdu pour la science ou perdu pour l'hôpital ou perdu pour le soin. Et donc, quelque part, la surreprésentation schizophrénique du sud de la France pouvait être en partie attribuée à l'administration des flux de la folie. Ça, c'est la première conclusion à laquelle je suis arrivé. La deuxième conclusion, je vous l'indique avec la mise en relation avec une deuxième carte. Si on regarde la partie foncée de la schizophrénie française après la Seconde Guerre mondiale, on s'aperçoit qu'elle peut être décalquée quasiment de la zone occupée, ou de la zone libre, pardon, de la Seconde Guerre mondiale, parce que probablement cette statistique est aussi l'héritière des bouleversements démographiques qu'ont connus les asiles pendant la guerre. Ils sont de deux ordres. À la fois, il y a la surmortalité asilaire qui a notamment touché particulièrement les schizophrènes, notamment dans le nord de la France, mais aussi les déplacements de population avec des schizophrènes qui sont partis d'un endroit à l'autre. Il faudrait faire un jour cette histoire. En même temps, ce deuxième argument n'est pas tout à fait vrai, puisque Sivadon explique que sa statistique porte sur les admissions en 1947 et non pas sur le stock de malades. Et donc, cette carte reste encore, pour moi, à la fois un demi-mystère. Et donc, si vous avez d'autres interprétations, je suis évidemment preneur de ces interprétations. Alors, il ne faut pas que je sois trop long. Je vais vous parler encore de deux éléments, peut-être, puis après ouvrir à la discussion. L'autre grande découverte procède aussi de la manière dont je voulais faire une histoire du point de vue des patients. Procède une fois que j'ai repéré cette masse de patients dans l'entre-deux-guerres qui a été nommée, qui a été individualisée, qui a été repérée, qui est traitée. Je ne peux pas trop en parler là, mais je me suis intéressé à son parcours, et à son parcours parfois qui est, alors non pas hors de l'institution, mais parfois trans-institutionnel, c'est-à-dire d'une institution à l'autre. Et lorsque j'ai fait le travail de repérage notamment des patientes dans les années 30 à Maison Blanche, grâce aux archives notamment qui ont été déposées par Michel Kerr aux archives publiques de Paris, eh bien, je me suis aperçu assez rapidement qu'une partie de ces patientes diagnostiquées dément précoce ou schizophrènes de la fin des années 30 étaient transférées massivement ailleurs, dans des institutions dont j'ignorais à peu près tout. Moi et quelques collègues en France, on est quelques-uns à faire l'histoire de la psychiatrie, on connaît bien les établissements psychiatriques, parfois on fait un peu de tourisme psychiatrique pour aller visiter les archives. Donc on a un peu cette carte en tête, et là j'avais des patientes qui partaient vers des institutions dont j'ignorais même le nom, dont j'avais jamais entendu parler. Donc voilà, curiosité piquée, vous voyez comment je procède un petit peu. J'ai choisi au hasard une institution, alors je ne sais pas s'il y a du hasard en histoire ou dans l'enquête historienne. J'ai choisi le nom de Saint-Rémy en Haute-Saône,
Et j'ai contacté cette institution, ils m'ont accueilli à bras ouverts parce qu'ils voulaient faire leur histoire. Et il y avait plein d'archives. Il n'y avait plus que les dossiers de patients. Tout le reste avait été transféré dans la maison mère, était complètement inaccessible. Et donc, je suis allé là-bas plusieurs jours, hébergé à l'internat, donc avec la possibilité de voir énormément d'archives. C'était assez passionnant. Et là, j'ai découvert une histoire assez intéressante. Et surtout une archive intéressante que je n'avais vue nulle part ailleurs, c'est celle que vous avez en haut à gauche du diaporama, c'est le registre des convois. Le registre des convois, ce sont les registres des convois qui emmenaient 50 par 50 les patientes parisiennes vers la Haute-Saône, donc on n'est pas loin pour ceux qui connaissent de Luxeuil, hein, dans un petit village qui s'appelle Saint-Rémy, qui est minuscule, et qui est assez perdu dans la moyenne montagne. Donc 50 par 50, les femmes d'abord, puis après les hommes, plusieurs milliers transférés en quelques mois par train ou par car. Voilà, j'ai découvert ce système qui n'était pas du tout connu. Il se trouve que Saint-Rémy n'était même pas recensé dans la liste des établissements que publiait régulièrement l'aliéniste français, par exemple, dans les années 20 et 30. Donc c'était vraiment très très étonnant pour moi. Et en fait, ce que j'ai découvert à cette occasion-là, c'est que la région parisienne débordant de patients internés à l'asile, à l'hôpital psychiatrique à partir de 1937, c'est comme ça qu'on le nomme, on a cherché énormément de solutions. Première solution, créer un grand hôpital psychiatrique à l'extérieur de Paris, en Seine-et-Marne. Bon, on est dans les années 30, la crise économique est vraiment importante, donc on ne choisit pas finalement cette solution, et donc on va accumuler les patients dans les greniers, dans des préfabriqués. Enfin, la situation décrite est vraiment terrible, et finalement on va choisir de négocier avec un homme politique radical qui s'appelle Justin Perchaud et qui est proche des milieux républicains, donc radicaux, qui est un entrepreneur de travaux publics. Et on va donc négocier avec lui la réalisation hyper rapide, dans l'urgence, de 2 institutions un peu cheap, pas très cher, avec peu de moyens, pour désengorger massivement, rapidement, la population asilaire parisienne. Ce qui n'est pas un phénomène nouveau, ça existe dès le 19e siècle, mais là c'est massif et soudain, brutal, et ça donne naissance donc à 2 institutions. L'une, Plouguer-Neuvel, en Bretagne, sur laquelle un de mes doctorants travaille, et puis donc Saint-Rémy, en Haute-Saône, sur laquelle moi-même j'ai travaillé. Et la spécificité de cette institution, ça pour le coup c'est assez original dans l'histoire, c'est que c'est une institution à but lucratif. Hein, et donc le prix de journée payé par Paris à cette époque-là vers cette institution permet de renflouer les caisses de cette entreprise, ce qui explique d'ailleurs que la presse anticapitaliste de l'époque appelle à faire cesser les transferts en province de malades mentaux de la Seine. Pour quelle raison? Parce que le chef d'entreprise qui a fondé Saint-Rémy et Plouguer-Neuvel est membre du comité des forges, c'était un grand patron, etc., qui fait de l'argent avec le soin des malades mentaux. Alors, tout ça pour dire que voilà, les individus diagnostiqués, femmes ou hommes, déments précoces ou schizophrènes, ont été majoritaires dans ces transferts. Hein. Ce sont eux en particulier qui ont été envoyés, déracinés et envoyés dans ces hôpitaux de province pour de longues années. Pour de longues années, lorsqu'ils ne sont pas morts immédiatement, parce que ce que j'ai découvert également, c'est que la surmortalité a été massive, très rapidement, et en quelque sorte, l'hécatombe des fous que décrit très bien
ma collègue Isabelle von Bessings-Leven, l'hécatombe des fous de la Seconde Guerre mondiale a commencé dès 1937-1938, avec la mortalité massive des patients chroniques, notamment déments précoces et schizophrènes de cette époque. Et parmi eux, un grand nombre de patients qui venaient d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, qui avaient migré dans les années 20, qui avaient été une première fois déracinés et qui se voyaient une deuxième fois déracinés dans le temps de la crise. Alors, le dernier point que je voulais aborder avec vous est le... Dans combien de temps? Oui. Il te reste combien de temps? Je dirais, là, il est 21h15, je dirais 5 minutes. 5 minutes, d'accord, oui. Okay. Sinon, je peux m'arrêter là, si tu préfères. Pour qu'on ait le temps d'échanger. On échange tout de suite, moi ça me va très bien. Mais peut-être que tu veux faire une conclusion. Je peux faire juste une conclusion brève qui sera représentée par cette diapositive. Moi j'arrête mon étude dans les années 1970. Au-delà, c'est beaucoup plus difficile de faire cette histoire. C'est une autre histoire qui commence. Et évidemment, cette histoire des années 50 aux années 70, elle est marquée par deux changements majeurs. Le premier changement, c'est l'avènement de la chimiothérapie. Et le deuxième changement, c'est l'avènement d'une nouvelle manière de prendre en charge la maladie mentale, notamment avec la sectorisation, avec l'extra-hospitalier, etc. Et donc, ce que j'essaye de faire en étudiant les archives de ces patients, c'est de montrer cette histoire de leur point de vue. On a beaucoup fait, enfin, on ne l'a peut-être pas encore assez fait, mais on a déjà fait un petit peu l'histoire de la sectorisation, de la fin de l'asile, en quelque sorte, du point de vue des réformateurs, ou du point de vue des soignants, mais assez peu du point de vue des patients, et ça dit quelque chose. Notamment, et on revient à ce que disait Nicole Martin, il y a des choses très très intéressantes à dire sur la manière dont ces patients vont gérer, par exemple, leur médication lorsqu'ils vont être à l'extérieur de l'asile. Donc ça, c'est un phénomène intéressant à étudier. Et surtout, il y a aussi quelque chose d'important à dire sur la manière dont ils se représentent l'institution. Nicole Martin est extrêmement critique par rapport à cet hôpital psychiatrique qui rend fou, alors que dans les archives, on trouve aussi des patients chroniques schizophrènes qui disent toute leur nostalgie de l'asile, de la belle fonction asile, à partir du moment où, dans les années 70, on les sort de l'institution, où ils se retrouvent dans une société complètement en crise, où ils ne peuvent pas travailler. Et donc, c'est aussi intéressant de faire l'histoire du point de vue des patients pour introduire cette complexité sur leur propre représentation de la maladie, leur propre représentation de l'institution. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci bien. Merci Hervé pour cet exposé passionnant. Je suis désolé d'avoir interrompu. On aurait pu t'écouter encore de longues heures. C'est vrai que ça donne un aperçu qui donne envie de se replonger dans ton livre, qui fourmille c'est une mine, lui aussi, pour comprendre effectivement cette perspective des schizophrènes là au XXe siècle. Et c'est vrai que par rapport à la question qui est posée là dans l'émission Pivot, est-ce que la schizophrénie existe? Eh bien, finalement, donc ta réponse, c'est pas celle des neurosciences qui dirait la schizophrénie, elle existe dans le cerveau, mais plutôt que la schizophrénie, c'est finalement c'est la somme de ces représentations sociales dont tu as retrouvé les traces dans les dossiers, dans les discours, dans même les publicités, et qui concourent effectivement à faire exister cette maladie d'une façon bien plus large que simplement dans la rencontre médecin-malade ou de nomination. Et ce qui est formidable dans ton livre, c'est que contrairement à des travaux plus polémiques des années 70, où on soulignait déjà que la dimension de diagnostic en psychiatrie pouvait avoir une valeur stigmatisante, pouvait avoir une valeur d'insulte. Toi, au contraire, tu ouvres cette question du diagnostic
à un ensemble de problématiques où tu lis toute une époque, finalement, et le fonctionnement, effectivement, de la place des exclus. Tu développes beaucoup dans ton livre la question des femmes aussi. Là, tu as parlé de cette jeunesse qui n'arrivait pas à s'adapter finalement à l'époque et qui était caractérisée comme malade. Voilà. Donc, c'était juste une remarque. Et puis, je vais ouvrir du coup donner la parole à ceux qui souhaiteraient poser des questions. Est-ce que parmi les auditeurs, les internes, vous souhaitez intervenir? Bonjour. Bernard Rodier. Un petit interne. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne sais pas si c'est. Oui. Est-ce que vous pouvez allumer votre caméra? Peut-être que ça serait mieux si vous pouvez vous voir pendant que vous posez votre question. Vous me voyez? Oui. Ouais. Super. Bonjour, je suis interne en 3e semestre. Je vais vous demander, là vous parliez justement sur la fin de votre exposé, vous parlez de l'apparition d'une nouvelle maladie. En quel sens vous parlez d'une nouvelle maladie dans les années 60? Alors, en fait, oui, c'est extrêmement important, je n'ai pas eu le temps de le développer. Pour moi, dès l'instant où le traitement préconisé pour les schizophrènes devient prioritairement la chimiothérapie, les neuroleptiques, ce qu'on voit apparaître dans les dossiers de patients, au fond, c'est une maladie qui n'a plus les mêmes symptômes. C'est une schizophrénie, au fond, neuroleptisée. Et donc, on n'a plus du tout les mêmes symptômes. Déjà, ça, c'est un premier point pour dire qu'on n'a plus affaire à la même maladie. Mais deuxièmement, on n'a plus affaire non plus à la même maladie, sociologiquement parlant, dans l'hôpital. Je précise bien toujours que moi, je travaille sur les dossiers de patients qui sont à l'hôpital. Je ne travaille pas sur les schizophrènes ailleurs, dans l'espace social. Il faudrait le faire, mais je n'ai pas la capacité de le faire ou pas le temps de le faire. Et donc, alors que sociologiquement, dans la première partie de mon histoire, jusqu'aux années 50, j'avais une majorité de femmes qui étaient diagnostiquées déments précoces et schizophrènes, ça bascule dans les années 60 et 70. Ce sont des hommes qui majoritairement composent en quelque sorte ce groupe des schizophrènes à l'hôpital. Et donc je dirais, il y a une deuxième maladie, il y a une deuxième histoire, il y a une deuxième schizophrénie dans l'histoire du XXe siècle, à partir du moment où on change la prise en charge. Je ne veux pas dire qu'il y a plus de schizophrènes hommes d'un seul coup, et qu'il y a moins de schizophrènes femmes. Bon, il y a une partie des schizophrènes femmes qui ont été l'objet quand même de la psychochirurgie à la fin des années 40. Ça, c'est un fait. Elles ont un peu disparu des radars, mais ce qui probablement, le changement de prise en charge par les neuroleptiques et par la mise à distance des patients de l'institution, probablement a entraîné une réaction différente ou une adaptation différente des femmes et des hommes à la nouvelle situation. Alors peut-être les femmes arrivent-elles mieux à gérer cette situation-là. En tout cas, on voit revenir massivement les hommes et assez souvent avec des actes médico-légaux, avec des placements d'office, etc. Et donc je vois, moi, une différence sociologique dans les symptômes qui basculent entre avant les années 50 et après les années 50. Donc évidemment, c'est du point de vue de mon... Moi aussi, je suis hospitalisé avec mes archives, donc je suis très hospitalo-centré. C'est de ce point de vue-là. Mais vraiment, c'est vraiment frappant, quoi. Voilà. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Est-ce qu'il y a des questions qui sont posées dans la discussion? Oui, je veux bien, éventuellement. Oui, Bernard Rodier. Oui, bonjour Hervé Guillemin. Bon, une remarque rapide d'abord. Je m'attendais à ce que vous prononciez le mot industrialisation, parce que quand on lit Morel, Bénédicte Morel, ça paraît être un des facteurs historiques qui démasquent ce
qu'il appelle la démence précoce, le premier. Et puis je voudrais essayer de relever le défi que vous nous lancez quand vous nous montrez la carte avec cette coupure. Alors, évidemment, ce qui vient immédiatement à l'esprit, c'est le livre d'Emmanuel Todd, Les deux France. Dans son livre, qui a déjà une bonne vingtaine d'années, Emmanuel Todd explique que la France est un pays beaucoup plus hétérogène qu'on ne le dit. C'est un pays dont l'unité doit être reconstruite en permanence, et en particulier, la sécurité sociale a une fonction de transfusion de richesses du nord vers le sud, puisque le nord est plus riche que le pauvre. Ce sud plus pauvre que le nord, eh bien, il donnait lieu à des établissements psychiatriques dont le prix de journée était inférieur au prix de journée des asiles de la Seine. Et vous avez évoqué rapidement le choix de transférer des patients dans des asiles dits de désencombrement dès la fin du 19e siècle. Alors c'était moins brutal que la création des deux établissements que vous avez racontés, mais enfin c'était un flux continu et qui était un flux nord-sud. On pourrait citer la Sellette en Corrèze, Montfavet dans le Vaucluse, les établissements de Lozère qui ont accueilli beaucoup de malades ont été créés dans les suites d'un exode rural qui manifestait très clairement cette pauvreté extrême des paysans qui s'appauvissaient dans le Massif central. Donc voilà, c'est quand même l'hypothèse numéro 1, puisque la carte au nord de la Loire, au sud de la Loire que propose Emmanuel Todd, elle ressemble beaucoup à celle que vous nous avez montrée. Qu'en pensez-vous? C'est une belle interprétation. Elle me plaît bien. Évidemment, hein, c'est des flux qui existent depuis très très longtemps. Vous avez tout à fait raison. Là où je suis sceptique sur cette interprétation, c'est que Sylvanon travaille sur des admissions, non pas sur des stocks de patients, mais sur des admissions en 1947. Et donc, et il ne me semble pas qu'à ce moment-là, les transferts justement de population psychiatrique soient immenses, parce que juste après-guerre, ils ont quand même été considérablement réduits. Et donc, je me pose encore justement cette question, et je ne suis pas certain que ce soit que l'effet prix de journée, même si moi je suis un des historiens qui milite le plus aujourd'hui pour qu'on fasse une histoire de la psychiatrie du point de vue des finances, et il y a quelques jeunes doctorants qui sont en train de travailler sur cette question, notamment du prix de journée, de l'encombrement, et qui apporteront, j'imagine, dans quelques temps des réponses un peu plus nettes, et surtout sur le long terme, et qui vont reconstituer justement cette histoire des transferts de patients en lien avec les enjeux financiers. Donc ça me semble une hypothèse intéressante. Merci beaucoup. D'autres questions? Bonsoir, j'ai une question. Oui. Attendez. Est-ce qu'à nouveau, vous pouvez mettre votre caméra? Merci beaucoup. Oui. Sure. Alors ma question, elle porte sur le fait que je me demandais si vous aviez une explication de l'extraordinaire longévité finalement du concept de schizophrénie, parce que dans votre développement précédent, vous mettiez en avant qu'il y a eu quand même pas mal de débats, et depuis la prédominance de ce concept-là, on sent que il s'élargit de plus en plus, et bon, je parle sous le contrôle du reste de l'Assemblée, mais on sent même qu'il prend, comment dire, tout le champ de la psychose quasiment maintenant. Est-ce que ça, vous pouvez vous l'intégrer dans votre réflexion sur la dimension sociale? Voilà, je ne sais pas si c'était clair, mais... Oui, c'est clair. Moi, comme je disais tout à l'heure, mon travail s'interrompt dans les années 1970, précisément à partir du moment où ça me semble
prendre une nouvelle dimension et prendre la dimension que vous évoquez, c'est-à-dire une dimension où la schizophrénie va manger de plus en plus de choses. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore le cas, j'ai l'impression qu'elle est un peu en repli sur un certain nombre de plans, mais en tout cas, pour ce qui concerne le point de vue des patients, le point de vue des archives hospitalières qui est le mien, il y a une massification du recours à la notion de schizophrénie, quels que soient les débats qui peuvent agiter les milieux médicaux par ailleurs, parce qu'il y a plein de gens critiques, hein. Je vous ai parlé de Baruch, mais il y en a d'autres hein, qui font des critiques sur le concept de schizophrénie dans les années 50, dans les années 60. On continue à débattre très très longtemps, mais statistiquement, dans mes archives et dans l'hôpital, et même dans les statistiques, lorsqu'elles commencent à être nationales, parce qu'on n'a pas de statistiques nationales standardisées avant 43. Les premières, c'est 43, et on voit apparaître une catégorie démence précoce et schizophrénie prédominante dès cette époque-là, et ça ne va pas cesser d'augmenter jusqu'aux années 70, époque à laquelle j'arrête moi mon étude. Donc évidemment, du point de vue des patients et du point de vue de mes archives, je ne peux pas dire grand-chose des débats scientifiques qui existent depuis un demi-siècle. J'ai une petite idée par ailleurs, mais c'est voilà, c'est un petit peu différent. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, mais en fait, moi, je m'interrogeais peut-être pourquoi ça dure, quoi. Pourquoi ça dure. Un peu simpliste, pardon, sur le fait qu'on puisse imaginer que malgré le fait qu'il y ait des débats, que ça s'impose malgré tout, que c'est une fonction autre du coup que simplement une victoire théorique. Bien sûr, pour moi, enfin, ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est que ça a une fonction sociale, ça a une fonction administrative, ça a une fonction institutionnelle. Au bout d'un moment, après la grande époque des chocs, j'en ai pas parlé, mais je peux pas parler de tout, mais après la grande époque des chocs, une époque très glorieuse hein, pour la psychiatrie, on identifie ce qui reste, et ce qui reste, c'est le vieux fond schizophrénique des institutions, à partir des années 40-50, auquel on applique la psychochirurgie. Et donc, quelque part, la schizophrénie, c'est ce qui reste, qu'on n'arrive pas à réduire par les traitements de choc, puis par les traitements chimiothérapiques. Du point de vue des archives, les termes sont forts. Hein. Les termes dans les dossiers patients qui reviennent le plus, c'est résistance, c'est vieux fonds schizophréniques, c'est quand même quelque chose qu'il faut réduire, mais qu'on n'arrive pas à réduire. Et qu'on va en quelque sorte externaliser, mais dans des conditions complexes, dont fait bien part Nicole Martin, c'est-à-dire une fois qu'elle est sortie de l'hôpital, elle fait ce qu'elle veut avec ses médicaments. Voilà, je ne sais pas si je réponds un peu mieux. Merci beaucoup. Et j'en profite pour vous remercier pour votre intervention, que j'ai beaucoup appréciée. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que sur cette question de la schizophrénie, je parle sous le contrôle du professeur Gelfi, mais je crois que par exemple c'est quelque chose aussi, ce succès de la schizophrénie est plutôt du côté du monde occidental. Et par exemple en Asie, la schizophrénie a beaucoup moins de succès. Je crois que c'est un terme qui n'est pas du tout employé par exemple au Japon. Et c'est heureux aussi. Pardon ? Qui n'est plus employé. Qui n'est plus employé. Ouais. Et puis c'était un terme aussi qui était caractérisé comme trop flou et qui a suscité beaucoup de discussions pour le DSM-5 et qui n'a été gardé, je crois, qu'au dernier moment. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Je veux bien rebondir sur ce que vous venez de dire. Comment ça se passe au Japon ? Par quoi ils ont remplacé le terme de schizophrénie ? Comment les classifier apparemment ? Je ne sais pas si Clément, toi, tu as la réponse. Ils l'ont remplacé par un terme beaucoup plus positif, hein, oui. qui évite justement les connotations. Pardon. La question de la dissociation, de la discordance, en fait, est un trait qui est spécifique, qu'on retrouve surtout dans le monde occidental, mais qu'on retrouve peu, en fait, dans la sémiologie qui est décrite sur les autres continents, en Asie ou en Afrique, par exemple.
Et c'est Georges Devreux a proposé une explication là-dessus dans les années 70, justement, en disant que c'était une caractéristique de la jeunesse occidentale, finalement, et qu'on retrouvait là cette notion de maladie juvénile de la schizophrénie. Mais bon, professeur Guelfi, vous savez sûrement plus de choses à ce sujet. On ne vous entend pas. Les micros coupés. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que depuis 20 ans, dans beaucoup de pays d'Asie, hein, pas seulement le Japon, mais Taïwan, Corée et même un petit peu Chine, effectivement, la notion de schizophrénie qui était utilisée a été remplacée par quelque chose qui efface un petit peu les aspects. Alors, je ne sais pas si c'est seulement la dissociation, mais aussi tout ce qui est lié à la dégradation de l'individu. Et donc, c'est plus. Alors, je ne sais plus quelle est l'exacte traduction du japonais, mais plus autour du syndrome du manque d'intégration ou quelque chose comme ça, enfin, quelque chose de beaucoup plus positif. Mais il y a déjà des études sur les effets du changement de nom et ça ne semble pas si évident sur le long terme que ça a un impact. C'est-à-dire les conclusions de ces études montrent que si on ne change pas les conditions de prise en charge, le changement de nom, ça ne sert à rien. Ah oui. Et c'est ce qui semble être problématique dans ces processus de changement de nom sans réfléchir au changement de concept ou de conception et de prise en charge. Merci beaucoup. Il y a Thomas Chrétien qui intervient pour dire que c'est trouble de l'intégration, effectivement, qui est le terme japonais, mais je ne sais pas si vous voulez intervenir, Thomas. Il y a quelqu'un qui a levé la main? Jade Samouri? Ou qui ne l'a pas baissé. Oui, je ne l'ai pas baissé, pardon. Bonjour. Quelqu'un qui n'a pas de micro. Oui, bonjour. Je suis interne de premier semestre. En fait, j'avais une petite question. Je n'ai pas compris pourquoi c'était concernant la carte de France. Pourquoi au sud, c'était plus les Corses et les Italiens qui étaient diagnostiqués schizophrénie? Et donc, en fait, c'est un constat fait dans les archives. C'est-à-dire que lorsque je vais, à partir de cette carte, me rendre dans les archives à Montpellier, je m'aperçois assez vite, de toute façon, que les archives sont classées par origine des patients et que, notamment, il y a des cartons de Corse, il y a des cartons d'Italiens, etc. Donc, tout de suite, on s'aperçoit la manière dont fonctionne l'institution. Et quand on regarde les registres d'admission avec les diagnostics de démence précoce et de schizophrénie, on s'aperçoit que la grande majorité ont des noms corses ou italiens. Donc ça, c'est le constat de départ. Et donc, évidemment, alors soit il y a beaucoup de vent en Corse et on retombe sur la même chose. Et donc, je m'interroge et je me dis, mais pourquoi on applique à ces individus spécifiquement plus l'étiquette démence précoce et schizophrénie. Et en fait, je construis à partir de ça l'histoire de ces patients qui, en fait, sont d'un territoire qui est sous-médicalisé et qui est dépsychiatrisé. En fait, il n'y a pas de psychiatrie publique en Corse avant 1974. Alors donc, on peut dire c'est un trait culturel, on peut dire que les familles ne veulent pas, etc., révéler les folies, peut-être il y a une part de ça, mais en tout cas, très concrètement, si je suis l'histoire de ces patients, ils vont pas bien, ils sont mis dans un dépôt pendant des jours et des jours en Corse, dans un dépôt, je ne sais pas ce que c'est une espèce de petite prison gérée par on ne sait qui, et quand une place de Corse se libère à Montpellier, une place de Corse,
et ben là, on peut le faire venir. Donc, il est déjà resté, il est déjà pas bien, il est déjà resté des mois et des mois dans un endroit, on ne sait pas trop ce que c'est. Puis, il fait un transfert par bateau, accompagné par un monsieur très sympathique, mais qui n'est pas un infirmier, mais qui est une espèce de passeur, quoi, qui arrive, puis le train, et puis il arrive et il ne parle pas la même langue que le médecin. Et donc, imaginez dans quel état il arrive, on ne parle pas la même langue, donc c'est des dossiers très pauvres. De toute façon, par contre, l'étiquette, elle est rapidement mise. C'est-à-dire, c'est foutu, quoi. C'est foutu, il est dément précoce, il est schizophrène, il y a rien à faire, quoi. Et ce qui fait que ça génère une espèce peut-être d'habitude, de routine, en fait, administrative du diagnostic. On voit des cargaisons de Corses débarquer et être considérés comme démons précoces. Alors, soit ils le sont dès l'origine, et ça serait interrogé, mais je crois plutôt que c'est un processus comme ça, un fruit de la répartition des institutions sur le territoire et du transfert des populations. Moi, je vois beaucoup ça, quoi. Comment on gère la chronicité, comment on gère les patients, plus la question de la langue, hein, sur laquelle il faudrait s'interroger, comment les entretiens se font, avec des interprètes ou pas, qu'est-ce qu'on comprend de l'autre. J'imagine ça pèse quand même dans un entretien, quoi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je voulais réagir sur... Oui, d'autant qu'il y a des néologismes qui sont courants quand même chez des gens qui ne partagent pas la langue maternelle, sont un des traits distinctifs quand même du langage. Exactement. La salade de mots et les néologismes. Et la digération, etc. Ouais. C'est juste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais réagir peut-être sur cette histoire du Corse et d'italien, parce que bon, c'est pas du tout mon champ de compétences, mais je me demandais, parce que vous avez mis tout à l'heure l'idée qu'on pouvait, par les archives, finalement retrouver pas mal d'éléments sur la migration et des choses comme ça. Et j'avais la vague idée que le début du XXe siècle, et la fin du XIXe, c'était une grande période de migration des Italiens, en France particulièrement. Et il me semble qu'aujourd'hui, un des facteurs majeurs de risque de schizophrénie, ça reste la migration, il me semble. Donc est-ce qu'on ne peut pas faire un lien, ou c'est grossier ce que je suis en train de faire? Je sais pas. Moi, j'étais parti dans mes archives avec cette idée à l'esprit, parce que j'avais lu, comme vous, des études faisant des liens entre, alors pas forcément la migration immédiate et la schizophrénie, mais des fois 2 générations, et puis voilà, des études comme ça. Moi, ce que j'ai trouvé, notamment lorsque j'ai travaillé sur les dossiers des patients de Saint-Rémy, c'est qu'effectivement, les femmes schizophrènes, déments précoces des années 30, dans ces institutions, elles viennent majoritairement directement de la première génération migrante, donc ce qui ne cadre pas forcément avec ces études-là, mais qui sont arrivées après l'appel massif à l'immigration de la France après la Première Guerre mondiale, la saignée de la Première Guerre mondiale, donc plutôt des femmes qui viennent d'Europe centrale, d'Europe orientale, qui arrivent vraiment en nombre, et qui, 10 ans après, alors dans un contexte de crise, sont internées parfois à Maison-Blanche avec des diagnostics de revendications sur les logements, sur le travail, tout ça. Moi, dans le bouquin, je fais le portrait assez long d'une femme qui s'inscrit à la CGT en 1937, etc., et qui va être assez rapidement internée à Maison-Blanche, et puis qu'on va retrouver à Saint-Rémy, puis qui va passer 60 ans de sa vie. Donc cette femme, elle vient de Pologne à l'âge de 15 ans, en France. Elle part à Saint-Rémy, et puis après, elle y reste toute sa vie. Certaines ont été, à cette époque-là, depuis ces institutions qui sont des premières étapes de déracinement, certaines ont été renvoyées vers l'Europe centrale et l'orientale en pleine période d'expansion nazie, quoi. Il faut bien voir ça. Il y a des traces de cette histoire-là. Donc, je ne sais pas s'il y a un lien entre schizophrénie et migration, mais en tout cas, la question du déracinement est intéressante, et on peut la travailler même sans travailler sur la migration au sens international du terme, travailler sur par exemple, les déplacements interrégionaux, hein, ces jeunes femmes qui partent domestiques, qui partent de Bretagne, qui viennent domestiques à Paris. Il y en a beaucoup
les archives que j'ai travaillées. Donc la question du déracinement, la question du départ pour une vie meilleure, mais qui se heurte à des conditions sociales difficiles, celle de la crise, ça semble vraiment important. Et c'est un constat que je fais avec mes archives. Je ne veux pas dire qu'il y a de lien automatique. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres interventions? Juste peut-être une remarque, Hervé, donc ton travail sur ton livre a été salué, il a eu plusieurs prix, je crois, il a été très bien reçu dans le champ de l'histoire, et je crois qu'il a aussi été très bien reçu dans le champ des associations de patients, et que tu as pu aussi travailler un petit peu avec eux, et ça me semble intéressant. Est-ce que tu pourrais en dire quelque chose? Oui, c'est vrai que le livre, je l'ai pu le présenter en fait à pratiquement tous les acteurs, y compris les familles, par exemple l'UNAFAM. Et donc, on réfléchit aussi à plusieurs acteurs autour de cette question du changement de nom, la schizophrénie. Et là, il y a des questions il y a des discussions très intéressantes là-dessus parce que autant j'ai l'impression que le changement de nom de la schizophrénie pourrait ne pas poser problème pour un certain nombre de psychiatres, autant pour un certain nombre de patients, c'est moins évident. Parce qu'ils expliquent bien que ça fait partie de leur identité, ça fait partie de leur histoire. Et donc, quand on leur dit, quand même, pour ne pas être stigmatisé, on pourrait changer le nom de la schizophrénie, ils disent, vous allez prendre une partie de mon histoire, je veux réfléchir d'abord. Et puis les familles disent, oui, mais un nom, ça ouvre des droits, etc. Et donc, c'est aussi un effet secondaire de l'histoire un peu ironique, qui fait que même si dans le champ de la psychiatrie, on pourrait imaginer un changement de nom, par exemple, moi je ne suis pas certain que ça soit l'essentiel, mais on pourrait imaginer un changement de nom, peut-être que c'est des patients et des familles que l'obstacle pourrait venir, quoi. Et je trouve ça assez intéressant ce qui se joue aujourd'hui sur ce plan-là, quoi. Et donc, c'est loin d'être un simple stigmate, effectivement. Tu dis bien, ça peut être aussi une identité et un appui aussi. Oui, bien Les sûr. choses sont toujours plus complexes, effectivement. Bien sûr, parce que si vous prenez, je ne sais pas si vous connaissez les textes de Laurence Martin, par exemple, qui écrit un blog schizo, voilà, son blog, il s'appelle Blog Schizo. Elle a beau être très critique sur plein de choses, sur l'institution, sur les catégories, elle n'en reste pas moins. Il y a quand même une part d'elle qui est schizo, quoi. Et ça, je pense que c'est un point d'achoppement majeur pour la suite de l'histoire, quoi. Mais en fait, c'est aussi un élément super intéressant de l'histoire que de voir que maintenant les patients participent aussi aux discussions qui auparavant étaient dans un cénacle, il y a plus de 100 ans, dans un cénacle tout petit. Ça, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Hervé, pour ce passionnant exposé, plusieurs fois remis, finalement, qui a eu lieu, et on ne regrette pas. La dernière question peut-être, sur quoi travailles-tu en ce moment? Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai un projet un peu collectif et pédagogique autour du dictionnaire politique d'histoire de la santé que vous pouvez retrouver sur le net. Ça s'appelle Dicopolis et c'est assez intéressant. Et sur l'histoire de la psychiatrie, il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis, sur l'histoire de la psychiatrie, je suis en train d'essayer de travailler, c'est pas simple, mais avec 2 collègues pour faire une grande histoire de la folie de l'Antiquité à nos jours. Mais qui soit travaillé d'une manière nouvelle, voilà, pas exhaustive, mais à partir de fils que nous arriverions à tirer tous les 3
à partir de nos champs de spécialité, donc l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne et puis l'époque contemporaine. Ça bouscule plein de choses, hein, de sortir de sa période habituelle et d'aller jusqu'à l'Antiquité. Donc on relit des grands auteurs, Jacques Pigeot, etc. Et puis il faut revoir toute la période écrite par Foucault. Mais c'est un vrai challenge que d'essayer d'écrire l'histoire de la folie d'une nouvelle manière, quoi, après plein de grands auteurs. Donc on est en plein dans le travail, on écrit à 3, et on écrit vraiment à 3, donc je ne sais pas si un jour ça portera ses fruits, mais en tout cas moi j'adore. C'est passionnant de replonger dans des époques plus anciennes et de réquestionner sa période à partir de questions plus anciennes aussi. Donc on verra, peut-être je reviendrai vous voir dans quelques années. Oui, j'espère. Très bien, eh ben, merci beaucoup et on a hâte de t'écouter. Merci de votre accueil. Je demanderai aux internes du coup de s'identifier dans le champ de la discussion pour que je puisse noter votre présence. Et puis, pour vous dire aussi, donc le mois prochain, on accueillera Mariana Scarfone qui fera un exposé sur la psychothérapie institutionnelle. D'accord. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous le 2e mardi du mois de mars. Merci encore, Hervé. Merci à tous. Merci à toi. Au revoir à tous. À bientôt.